Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je reçois Dinouche Caldera, qui vient d'une famille d'origine sri-lankaise et qui a un très beau poste chez Amundi. Il va bientôt être expatrié à Singapour. Il nous reçoit dans son appartement un petit peu en bazar, justement en train de préparer l'expatriation. Il y a des jouets d'enfants et des paquets qui commencent à être faits. Et voilà, il va nous raconter son parcours. Bonjour Dinouche. Bonjour. Entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous ? Alors moi, je vois Dinouche Caldera, fils d'immigrés, famille de 3 enfants. Aujourd'hui, je suis père et marié avec 2 enfants, un garçon et une fille de 3 et 4 ans. Je vois aussi quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa vie professionnelle par rapport à l'endroit d'où je suis parti. Quel est votre job aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis responsable d'une petite équipe d'avant-vente, dans une équipe commerciale, chez Amundi Technologies. Donc Amundi, c'est un des plus grands acteurs de la gestion d'actifs mondial, premier européen. Et demain, en fait, je pars pour Singapour pour être directeur commercial et lancer une activité en Asie-Pacifique. Donc je vais déménager à Singapour dans quelques mois. Donc vous êtes dans un processus d'expatriation avec votre femme et vos 2 enfants. C'est bien ça. Quand vous partez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? Vous partez d'où ? Donc, je suis né en région parisienne et j'ai toujours vécu à Paris, donc dans le 18e arrondissement, avec mes parents au départ et j'avais aussi ma tante et mon oncle dans un petit appartement de 2 pièces jusqu'à mes 5-6 ans environ. La difficulté, je pense que c'était que mes parents parlaient pas bien français, tante et oncle non plus. Il s'était arrivé combien de temps auparavant Ils sont arrivés en 1900, mon père 1983, ma mère peut-être 2-3 ans plus tard, juste avant ma naissance en fait. Moi, je suis né en 86. Vous êtes l'aîné ? Je suis l'aîné. Et vos parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Ma mère a fait plein de petits boulots en fait. Elle a été être cuisinière, elle a fait du ménage, elle a aidé les personnes âgées, caissière. Elle a fait plein de petits boulots, souvent à mi-temps, notamment pour pouvoir nous garder en fait en fin de journée après l'école. Et mon père a eu 2 phases, en fait, finalement. Et jusqu'à mes 15 ans, à peu près, il était être cuisinier ou cuisinier dans un restaurant parisien. Donc, ça marchait plutôt bien. Il avait un CDI, il travaillait tard parce que cuisinier à Paris, en fait, on rentre tard. Et après, il y a eu une deuxième phase un peu plus difficile où il y a eu un licenciement économique dans sa boîte. Il était au chômage. Et là, c'était plus compliqué. Il a fait des petits boulots. Il a aussi commencé à boire à ce moment-là. Donc, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a eu vraiment 2 périodes, en fait, finalement, dans mon enfance, en fait. Finalement. Comment se passait la vie à cette époque-là, concrètement ? Bon, j'étais assez jeune, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs réels, mais en fait, je le voyais pas comme une problématique où, en fait, moi, j'étais plutôt content parce que j'avais ma tante avec qui je m'entendais bien. C'était presque ma deuxième mère. Mon oncle qui était mon deuxième père. Mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on dormait quand même à minimum 5 dans une chambre avec mes parents. Au tout début, quand il y avait mon frère et ma sœur, on était 5 dans la chambre et j'avais mon oncle et ma tante qui dormaient dans le salon. Et
Donc voilà, donc tout le monde avait des horaires différents. Mon père rentrait tard, donc il y avait toujours du va-et-vient. du mouvement en fait dans la maison. Il y avait des gens qui commençaient très tôt, d'autres qui revenaient très tard. Voilà, donc c'était petit, on n'avait pas notre lit, on dormait à 3 dans le même lit. Mon père et ma mère dormaient dans le grand d'ailleurs. Je me souviens que à un moment donné, ils nous avaient acheté un lit superposé, donc qui était collé à leur lit, et quand on était petits, en fait, on montait sur le lit d'en haut et on sautait sur le lit d'en bas, donc c'était notre grand jeu quand nos parents n'étaient pas là, de faire ça et de détruire leur lit finalement. Mais voilà, et après, en fait, une fois que voilà, mon frère et ma sœur je pense qu'ils avaient 1 ou 2 ans, parce qu'eux, ils sont très rapprochés en fait, ils ont 1 an d'écart, un an et demi d'écart. On a décidé d'aller dans un autre appartement. C'était une période où mon père aussi, le travail allait bien. Il avait son CDI dans un restaurant japonais, il gagnait correctement sa vie, en tout cas pour s'offrir un appartement un peu plus grand où on avait 2 chambres. Et donc là, on a changé, et moi, je dormais avec mon frère, mon petit frère. Ma sœur dormait dans sa chambre et mes parents dormaient dans le salon. Donc, et mon oncle et ma tante sont allés dans un petit studio. Et donc, cet appartement, c'est celui dans lequel vous avez fait toute votre enfance et adolescence? Oui, jusqu'à mes ce parents que l'ont toujours. Et vos parents l'ont toujours, d'accord. Ils vivent toujours là-bas. Est-ce qu'à cette époque-là, quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves d'avenir? Alors, c'est un peu difficile à dire parce que moi, quand je reprends un peu de recul, j'avais pas forcément de rêve parce que j'avais pas forcément d'exemple. Enfin, c'était difficile d'avoir un exemple tangible, en fait, finalement, pour nous. Donc, nous, notre rêve d'avenir, c'était plutôt rendre plutôt fiers nos parents. Nos parents nous disaient souvent, on est venu en France parce que pour que vous réussissiez, pour que vous ayez un bon travail. Ils disaient souvent, nous, on a tout abandonné dans notre pays pour que vous ayez un travail meilleur que le nôtre. J'utilise vraiment les mots de mes parents, un travail. Parce que pour eux, c'est travailler, c'est pas un emploi, c'est pas... En fait, ils voyaient pas forcément... Le travail, c'était alimentaire, en fait, pour eux. Donc, fallait avoir un bon travail. Un bon travail, pour eux, c'était gagner suffisamment d'argent. Et pas de faire un métier physique. Eux, c'était toujours des choses physiques. Donc, à chaque fois qu'ils parlaient d'un bon travail, c'était un travail assis dans un bureau. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Mais pour eux, c'était ça, un bon travail, en fait. Donc voilà, moi, mon rêve d'avenir, c'était plutôt ça, finalement. J'avais pas un rêve particulier. Comment se passe votre scolarité? Alors, ma scolarité, j'ai jamais été un très très bon élève. J'ai toujours été un élève plutôt moyen plus, avec des facilités dans certaines matières, notamment scientifiques, maths, etc. Et j'ai eu plusieurs phases aussi dans ma scolarité. En fait, j'ai commencé ma scolarité dans une école publique proche de chez moi, dans Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, jusqu'au primaire à peu près. J'ai fait CP-CE1 dans cette école-là. Et à cette époque-là, en fait, ma tante vivait encore chez nous. Et elle s'occupait beaucoup de nous, en fait. Et ma tante et ma mère, en fait, ont décidé de me mettre dans une école privée. Ah oui, très jeune alors. Très jeune, CE1. J'ai fait, je pense, mon CE1 ou CE2 dans cette école privée. Tout simplement parce que j'étais un élève plutôt qui avait des facilités dans certaines choses, mais des difficultés dans d'autres, tout simplement, notamment dans la langue française et tout ce qui était l'écrit, en fait, vu que mes parents parlaient pas français à la maison. Du coup, j'avais que le vocabulaire français de l'école, en fait. Donc, j'avais certaines difficultés, mais j'avais certaines facilités. Et j'étais quand même un garçon qui était un peu agité, qui aimait bien jouer, qui aimait bien faire des bêtises, etc. Donc, en fait, j'étais très influençable. Donc, en fait, mes parents et ma tante, ayant vu ça, voulaient me mettre dans une école privée où ils avaient le stéréotype d'une école privée, donc plus stricte, avec quand même des enfants d'un milieu social plus élevé que le nôtre. Donc, en fait, ils ont fait ce sacrifice-là financier, parce qu'à cette époque-là, c'était difficile. Et ils nous ont tous mis, parce que tous les 3, on est allés dans une école privée après. Donc, c'était une école privée catholique? Une école privée catholique. Et donc, vous avez fait toute votre scolarité dans cette école? Alors, quasi toute, parce que c'est pour ça que j'ai eu plusieurs phases. Donc, j'ai fait mon collège dans cette école privée catholique. Ça se passait plutôt bien. J'ai gardé un peu le même état d'esprit. J'étais plutôt bon élève dans les matières scientifiques et un peu perturbateur, mais gentil, on va dire. Et après le brevet, j'ai fait un lycée privé catholique dans le 9e, qui était plutôt un très bon lycée, parce qu'avec des taux de réussite au bac très élevés. En fait, c'est ce que mes parents regardaient à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'ils ont choisi l'école. Sauf que là-bas, c'est assez mal passé. Parce que je suis arrivé dans un endroit qui était très différent. Déjà, on n'était plus dans le 18e, on était dans le 9e. Du coup, là, il y a beaucoup moins de mixité sociale.
Vous avez eu un petit choc ? Ouais, j'ai eu un petit choc et je me suis vite fait stigmatiser dans un rôle. Parce que j'étais pas non plus le meilleur aussi dans la classe, donc j'étais plutôt élève moyen, mais du coup j'ai eu du mal à sortir de ce rôle. Et en plus, je me suis peut-être plus dans ce rôle-là, du petit garçon qui venait d'un quartier populaire, qui était là dans une école privée, donc qui était aussi, qui aimait bien être un peu perturbateur, le petit rigolo. Donc je me suis en fait enfermé un peu dans ce rôle-là. Donc mes notes ont commencé à vraiment baisser. D'ailleurs, je me souviens, les gens de ma classe me demandaient d'aller... en fait, ils me payaient pour aller au marché aux puces, pour leur acheter des choses parce qu'ils avaient peur d'y aller. Alors que moi, j'habitais juste à côté, donc c'était rigolo. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils vous demandaient alors d'aller leur acheter quoi ? D'aller leur acheter des baskets Nike, des contrefaçons qu'ils allaient avoir moins cher qu'en magasin. Mais ils avaient peur d'aller aux puces, donc je le faisais pour eux. Voilà, je gagnais un petit peu d'argent comme ça, donc j'étais content. Sauf que mes notes sont dégringolées. Et à la fin de l'année, on m'a dit de redoubler ma seconde ou de sortir de l'école, d'aller ailleurs, qui me faisait passer mais ailleurs. Donc moi, le redoublement, c'était vraiment un échec. Et j'avais pas envie de redoubler à ce moment-là. Donc j'ai dit à mes parents de retourner dans le public. Et là, en fait, à ce moment-là, il y avait qu'une ZEP, donc qui était à Porte de Clignancourt, devant les puces, qui m'a accepté. Vous êtes allé en ZEP ? Ouais, je suis allé en ZEP pour 2 ans, la première et la terminale. Donc ça m'a pas fait de mal parce qu'au finalement, ça m'a remis... j'avais besoin de confiance à ce moment-là. En fait, c'était vraiment ça. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais moins fort que les autres et que je pouvais réussir qu'en faisant des petites choses comme ça. Bon, voilà, aller acheter des trucs aux puces, etc. Donc là, je suis arrivé dans cette école-là. Et dans cette école-là, j'ai eu vite confiance en moi parce que j'étais meilleur que les autres. Tout ce que vous aviez fait jusqu'ici, exactement. En fait. Voilà, à l'école, c'était très facile. Là, c'est plus l'inverse. On me demandait de faire les devoirs pour les autres. Donc, en fait, j'ai changé de statut. Donc là, à ce moment-là, j'avais besoin de confiance. Très intéressant. Hein. Ouais, donc c'est assez marrant parce que ça joue à peu de choses. Hein. Bienvenue dans l'ascenseur. C'est très très intéressant de voir ce que vous racontez, enfin d'entendre ce que vous racontez, parce que on voit à quel point la posture et à quel point les histoires de mixité sont considérables. D'un côté, vous êtes avec des petits bourges qui ont un meilleur niveau parce que probablement un meilleur capital culturel dans leur famille et qui du coup sont meilleurs sans forcément travailler plus d'ailleurs, oui. Mais parce que ils ont des chances de départ supérieures. Et vous, c'est difficile pour vous. Et après, vous vous retrouvez dans un lycée en zone d'éducation prioritaire, mais vous avez quand même derrière vous tout ce background de l'école privée. Et du coup, vous devenez meilleur. Et du coup, vous prenez confiance. Donc, tout ça est vraiment à méditer, hein, quand même, parce que c'est vraiment très intéressant. Je ferme cette parenthèse. Non, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est une des choses qui est importante pour les jeunes. C'est vraiment d'avoir confiance en eux, finalement. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que vous pourriez me dire quel est le déclic qui vous permet d'accéder, selon vous, au premier étage ? Alors moi, le déclic, je pense qu'il y a plusieurs petites choses. Moi, j'ai donc ce déclic de confiance. Je pense que c'est le premier déclic, où je me dis en fait j'en suis capable. Et l'autre chose qui m'a un peu poursuivi tout le long, c'est mes parents. Il faut que je réussisse un minimum mes études. Après, je sais pas ce qui va se passer parce que j'avais pas d'exemple, j'avais pas de rôle modèle. Voilà. Vous aviez pas de rôle modèle. Exactement. Au moins que j'ai réussi mes études pour que mes parents puissent se dire, en fait, il a fait le maximum. On n'est pas venu pour rien. Et voilà. Donc, en fait, c'était deux choses. Il y avait une constante qui était mes parents l'image de mes parents, les rendre fiers et, pas les décevoir. Et après, cette confiance en moi, en fait, finalement, ça m'a un peu suivi tout le long. Parce que, pareil, donc, après le bac. Donc, le bac, vous l'avez avec... Alors, je l'ai avec mention assez bien. Le tout en n'ayant pas redoublé. Hein. Ouais, je l'ai pas redoublé. J'ai eu des bonnes notes dans les matières scientifiques, je me souviens. Mais du coup, quand vous êtes dans ce lycée, revenons un tout petit peu en arrière. Quand vous arrivez dans ce lycée en première, finalement, dans ce lycée zone d'éducation prioritaire, donc vous vous sentez meilleur que les autres parce que probablement vous avez un meilleur niveau. Malgré ça, vous n'avez pas eu de problème de base que vous n'aviez pas acquise, etc. Non, j'ai pas eu cette problématique-là. Je pense qu'une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais des facilités dans les matières mathématiques. Parce que j'ai eu toujours des très bonnes notes j'ai une mention assez bien en ayant 19 aux maths. Finalement, avec un 19 en maths, en général, les gens, ils ont une meilleure mention que ça. Donc, j'avais des lacunes ailleurs, en fait, que je compensais avec les matières scientifiques.
Donc là, vous avez confiance en vous. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la difficulté parce que moi, c'était un peu la fin en soi, le bac. Et pour mes parents aussi. En fait, ils savaient pas ce qui se passait derrière. Parce que avant le bac, en fait, tout est tracé, en fait. On suit l'école. On va à l'école, on passe de classe en classe. On voit jamais plus loin qu'un an avant, en fait. Sauf que, après le bac, en fait, faut anticiper et voir beaucoup plus loin. Faut faire des choix, en fait, où faut être éduqué, finalement, pour avoir des choix. Faut avoir un capital culturel que moi, j'avais pas, en fait. Mes parents ne savaient pas. Donc là, je me suis retrouvé à devoir choisir par moi-même, alors que jusqu'ici, c'est plutôt mes parents et l'école qui choisissaient pour moi. Et là, j'ai gardé des contacts avec des gens qui étaient en seconde avec moi dans cette école-là, privée. Et eux, ils avaient déjà tout tracé. Je fais une prépa, je vais dans cette école, après je fais ça. Et toi, tu fais quoi? Je sais pas, je vais aller dans une fac, parce que c'est le seul truc auquel on accède sans trop réfléchir, en fait, finalement. Donc finalement, j'ai choisi de faire une université d'économie à Paris 2. Ça s'est plutôt bien passé. Quand même. Ouais, à Assas. Donc vous vous retrouvez quand même dans une des meilleures facs françaises. En économie, vous vous êtes pris. Ça veut dire que vous aviez quand même un bon dossier parce que c'est difficile d'entrer à Assas. Oui, j'avais un bon dossier. Après, en réalité, je savais même pas que c'était une bonne université. Finalement, il y avait mes parents connaissaient la Sorbonne parce que c'est une réputation mondiale et que en plus la présidente du Sri Lanka à l'époque avait fait la Sorbonne. Ah oui, d'accord. Donc tout le monde connaissait la Sorbonne. Donc je sais plus pourquoi j'ai pas choisi la Sorbonne, mais en tout cas dans Assas il y avait Sorbonne dedans, dans le nom. Donc mes parents étaient plutôt fiers de dire que je faisais Assas Sorbonne. C'était Panthéon Assas Sorbonne. Et donc voilà, je me suis retrouvé là un peu par hasard en fait finalement. Je savais pas du tout. J'ai choisi ça parce que fallait choisir quelque chose et que le nom était plutôt sympa, que c'était dans Paris et que finalement j'avais envie de me lancer dans tout ce qui était économie. Donc j'avais pas forcément envie de faire des études en sciences pour avoir des études trop longues. Les finalités sont souvent des études très longues. Pour gagner plus vite votre vie. Voilà, exactement. Donc je me suis retrouvé là un peu par hasard. Bienvenue dans l'ascenseur. Et alors, ça vous a plu? Là aussi, en fait, j'ai eu ma première année était un peu difficile. Un peu difficile, tout simplement parce que là encore, en fait, je me suis retrouvé encore dans le même monde que dans le lycée, même si c'était un peu plus mixte quand même à l'université. Mais j'étais dans le 6e, avec des gens qui ressemblaient plus aux gens qui étaient dans mon lycée privé que dans des gens qui étaient dans la ZEP. Et là aussi, en fait, il y a eu les groupes se connaissaient déjà souvent. En fait, c'est des gens qui étaient déjà dans leur groupe, ils avaient fait des écoles ensemble, ou en tout cas, ils habitaient dans le même coin. Donc moi, j'étais un peu dans la partie minoritaire. Donc il y avait d'autres gens comme moi, en fait. Donc là, l'avantage, c'est que je me suis retrouvé avec d'autres gens qui étaient comme moi, et on était quand même finalement assez nombreux. On était au moins 10-15. Donc on s'est retrouvés en petit groupe comme ça. Donc j'ai commencé un peu comme ça. Sauf que, en fait, moi, ça m'intéressait pas forcément d'être dans cette partie minoritaire. Donc, ce que j'ai essayé de vite faire, c'est de me faire des copains de l'autre côté. Et ce que j'ai plus ou moins réussi, parce que j'ai des gens que j'ai encore en amis aujourd'hui. Mais mon but, c'était vite de retrouver, sinon j'allais avoir le même problème qu'au lycée, en fait. Donc, je me suis dit, il faut que je rentre un peu dans le moule, je commence à parler à tout le monde, me faire des amis de plusieurs classes sociales. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé parce que d'une part, ça m'a donné des exemples de réussite. Parce que en fait, quand je parlais à ces gens-là, leurs parents, ok, en fait, ils font ça. Bon, ils gagnent tant dans leur vie, ils ont une belle maison, ils ont un bel appartement. Et en fait, c'est des gens qui étaient. Finalement, je commençais à côtoyer ces gens-là. Et je me disais, en fait, c'est accessible. C'est pas non plus des choses qu'on peut pas avoir. Donc, c'est vachement accessible. En fait, moi, j'y suis. Son fils fait ses études là ici. Donc, in fine, lui, il va avoir la même chose que son père. Moi, je fais les mêmes études. Rien ne m'empêche d'avoir la même chose que son père aussi. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que ça nourrit mon ambition parce que j'ai senti que c'était vachement accessible. Alors qu'avant, c'était des choses qui étaient très loin, en fait. Et là, je me suis rendu compte que c'était accessible. Et alors que si j'étais resté dans ce petit groupe, en fait, je serais resté... on avait tous la même chose. On venait tous du même endroit. On avait tous fait plus ou moins les mêmes études. Nos parents étaient tous ouvriers ou en tout cas des emplois en cuisine ou des choses comme ça. Donc je pense que ça m'aurait pas aidé. Là aujourd'hui, moi en tout cas je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir
des ambitions, mais des choses qui sont accessibles en fait. Je suis souvent par palier en fait, et même dans ma carrière professionnelle finalement, j'ai toujours fonctionné par palier. Après, les paliers sont plus ou moins gros, mais il faut qu'il soit palpable en fait. C'est intéressant ce que vous racontez sur la mixité finalement, la mixité sociale ou l'absence de mixité sociale. Du coup, vous vous êtes fait un cercle d'amis assez rapidement dans les deux cercles finalement. Ouais. Comment vous faisiez pour naviguer d'un cercle à un autre? Bah en fait, à la fac, finalement, je sais pas si c'est un choix ou pas, mais j'ai vite lâché le premier cercle. En fait, vu que c'était pas des gens que je connaissais depuis longtemps, c'était assez facile de couper. Donc, les Mais vous choses l'avez fait consciemment Bah, je sais pas, justement. ou bien vous avez l'impression que ça s'est fait comme ça? Je pense que ça s'est fait comme ça parce que je me suis pas dit un jour, bon, j'arrête de les voir. Ouais. D'ailleurs, quand je les voyais, bah, on se parlait, etc. Mais finalement, mon vrai cercle, c'était plutôt l'autre. Donc, je me suis vite fait des vrais copains là-bas. Et vous n'avez pas ressenti d'obstacles à la fois culturels, social? Est-ce que vous avez rencontré des complexes justement, est-ce que vous avez croisé le racisme? Est-ce que vous avez croisé le racisme aussi social, pas seulement d'origine? Ouais. Alors oui, pour les deux. Après, je me suis jamais focalisé là-dessus, mais effectivement, du racisme, j'en ai eu social et aussi ethnique, mais pas tellement que ça en fait, pas tellement finalement. Hein. Le racisme ethnique, c'était notamment parce que une de mes copines à l'époque, avec qui je sortais, très catholique, elle n'était pas en fait. Finalement, c'est ses parents. Quand ils m'ont présenté à ses parents, bon, ils ont rien dit en fait sur le coup, mais après coup, quand elle m'a revu, elle m'a dit mes parents en fait ceci, cela, ils veulent pas, etc. Donc je l'ai pas eu en frontal finalement directement, mais indirectement j'ai compris que leurs parents voulaient pas de moi en tant que petit copain parce que voilà, j'étais sri-lankais, j'étais pas catholique, je venais d'une famille pauvre entre guillemets, donc j'avais pas le même niveau social et ethnique qu'eux. Bienvenue dans l'ascenseur. Et vous l'avez vécu comment? Franchement. Ouais, franchement, je pense que j'étais plutôt... c'est assez difficile à décrire parce que j'avais pas envie de me complaire là-dedans. Donc j'ai essayé de tout de suite dire bon ok, je passe à autre chose. Parce que c'est une des problématiques que j'avais aussi à cette époque-là, c'est que ce petit groupe, en fait, se complaisait souvent en se disant bah en fait, nous on va pas y arriver, on va pas ceci, on va pas ça. Là, c'est aussi pour ça aussi que je pense que j'ai vite vous vous êtes échappé. Et en fait, dans cette anecdote-là, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, si je commence à me dire ça, en fait, je vais rentrer dans ce truc-là, et en fait, à chaque fois qu'il va se passer un truc, je vais me dire, en fait, c'est parce qu'ils sont racistes, en fait, parce que ceci, parce que cela. Et ok, je passe à autre chose. J'ai d'autres personnes autour de moi, et en fait, j'ai bien fait finalement, parce que finalement, tout va bien maintenant. Et d'autant que cet autre groupe vous a accepté tout à fait normalement, ou quand même vous avez eu du mal? Alors, c'est le plus dur, en fait, c'était indirect, parce que le plus dur, c'est que je pouvais pas suivre. Quand ils sortaient. Voilà. Moi, j'allais pas au café avec eux parce que payer 2 € son café, en fait. Vous pouviez pas. Ou si je le faisais, c'est que je sacrifiais autre chose plus vitale, en fait, que ça. Donc, c'était des choses comme ça qui font que j'ai eu plus de temps à m'inclure dans ce groupe-là. Mais c'était pas un rejet, en fait. Finalement, c'était juste parce que je pouvais pas suivre et forcément, je partageais moins de temps avec eux. Donc, c'est plus ça. Donc, même quand ils sortaient le week-end, moi, en fait, je sortais le jeudi avec eux. Parce que le jeudi, c'était moins cher. Ou en tout cas, les entrées en boîte, etc., c'était gratuit, souvent le jeudi pour les étudiants. Mais par contre, quand ils sortaient le samedi, je sortais pas avec eux. Donc, en fait, c'est plus de l'exclusion due au fait que je n'avais pas les sous pour suivre, plutôt qu'une exclusion réelle de leur part, en fait. Et ils s'en rendaient compte, vous pensez? Oui, ils s'en rendaient compte parce que je le disais. En fait, j'avais pas peur de le dire, en fait. Peut-être pas à tout le monde, mais de toute façon, ça se voyait, donc autant le dire et l'assumer. Donc, quand moi, eux, ils allaient manger l'après-midi au resto ou en terrasse, moi, j'allais au Crous. Ça se voyait, en fait. Il y avait pas je pouvais pas le cacher. Donc, autant qu'on se le dise et ça marchait. Et je me suis fait des vrais amis qui, parfois, m'ont même... vous inviter, j'espère. Ouais, m'inviter à des trucs. Donc, oui, du coup, j'ai bien fait de le dire aussi. Donc... Bienvenue dans l'ascenseur. L'entrée dans la vie professionnelle, est-ce que vous vous trompez d'ascenseur ou est-ce que tout de suite vous allez dans le bon ascenseur? Alors, je pense que j'ai pris le bon, mais peut-être pas appuyé sur les bons étages dès le départ. Ah bon? C'est-à-dire Parce qu'en fait, je pense que je me voyais plus bas que ce que je valais.
parce que mon objectif premier, c'est de trouver un travail et pas forcément de trouver le bon travail. Je le vois tout simplement avec les personnes qui ont fait leurs études avec moi, en fait, tout simplement. La plupart, en tout cas, qui avaient un bon background social et financier aussi, parce qu'à la fin, ça a joué. C'est qu'eux, ils ont pris le temps, ils ont fait des stages, ils ont pris le temps de trouver le bon job, la bonne position avant de signer leur CDI. Moi, ce que j'ai fait, c'était objectif, parce qu'il y a eu la période où fallait avoir des stages, etc. Ça, j'en ai pas eu. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage. J'ai eu beaucoup de mal à activer les bons contacts. J'avais pas de réseau, en fait. Tous mes copains qui avaient ce réseau-là, en fait, pouvaient appeler un ami à leurs parents, etc. pour trouver un poste, pour faire un stage. Moi, je l'avais pas. Donc, j'ai switché et j'ai réussi quand même j'ai eu un peu de chance parce que j'ai demandé à mon maître de stage à ce moment-là qu'un stage, en fait, j'y arriverais pas. Mais par contre, je pouvais avoir de l'intérim au même poste, en fait. Parce que j'ai commencé à regarder, en fait, comment je pouvais m'en sortir. En fait, les boîtes d'intérim embauchaient, et donc on était payé pour faire la même chose qu'un stagiaire, mais juste, j'avais pas de contrat de stagiaire. Donc, j'ai commencé par de l'intérim. En fait, mon stage de fin d'année, c'était l'intérim. Donc, à ce moment-là, tous mes copains étaient jaloux. Parce que vous étiez payé. Mais bon, à la fin, ils m'ont rattrapé. Mais à ce moment-là, en fait, c'était ma seule possibilité parce que j'ai mis 2-3 mois à trouver un stage que je n'arrivais pas à avoir. Et en activant tout ce qu'il y avait autour de moi, en fait, je me suis rendu compte que l'intérim marchait. Bienvenue dans l'ascenseur. Et donc, vous avez eu un premier job intérimaire qui consistait en quoi ? Alors, j'étais à la Société Générale, donc dans la banque d'investissement de la Société Générale. J'étais en back-office. Donc, je faisais du reporting réglementaire à ce moment-là. Donc, c'était plutôt intéressant. J'étais plutôt content de ce que j'avais trouvé à ce moment-là. Et donc, j'ai fait mon stage intérim de fin d'année là-bas. Et en fait, ils m'ont embauché quasiment tout de suite en CDI. Tout simplement parce que moi, je voyais comment faisaient les personnes sur place. En fait, c'était des process ultra manuels. Moi, j'avais pas un background informatique, mais je m'intéressais, j'avais un profil mathématique. Donc, en fait, je voyais ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'ai proposé plein de choses pour automatiser leurs tâches, que j'ai automatisé moi-même parce qu'il n'y avait pas de budget. À un moment donné, je me suis instruit, j'ai regardé comment coder des choses en VBA, etc. Et en fait, j'ai automatisé 50-40% des tâches. Donc voilà, et donc du coup, ils m'ont proposé un CDI que j'ai accepté parce que c'était une concrétisation en soi pour moi à ce moment-là. Et je suis resté 4 ans là-bas. Et donc, quand vous me dites, je suis rentré dans le bon ascenseur, mais pas avec les bons boutons, ça veut dire que vous avez le sentiment que vous aviez une maîtrise, là, vous aviez un master, vous aviez quoi ? Oui, j'avais un master. Et vous aviez l'impression qu'au fond, vous avez été recruté à un job inférieur à celui auquel vous auriez pu prétendre avec votre master ? Oui, parce que quand je regardais les gens autour de moi, j'avais un boulot de back-office. Donc, dans les banques, en fait, il y a 3 piliers, en fait. Il y a le front office, où c'est les gens qui ont fait des très bonnes études, qui ont un profil plutôt ingénieur. Le middle, on est un peu entre les deux, donc ça se dit bien. Et il y a le bac, qui est plutôt pour des niveaux bac. Moi, maintenant, c'est des bac plus 5, mais à l'époque où j'y étais, c'était plus des bac plus 2, voire des bac plus 4, parce qu'il y avait encore les bac plus 4 à cette époque-là. Donc, j'étais un peu, en termes de diplôme, etc., j'étais au-dessus de la moyenne. Donc, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais pas au bon endroit. Mais sur le coup, en fait, tout allait bien. En fait, c'est après 2-3 ans que je me suis dit... déjà, en fait, on m'a embauché parce que j'ai fait plus que les autres. J'ai pas juste fait mes tâches, j'ai proposé d'autres choses. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas au bon endroit, en fait. Faut que je change. Bienvenue dans l'ascenseur. Revenons un peu sur la vie personnelle. Dans ces cas-là, vous avez quel âge, là ? Alors là, j'avais 23 ans. Et donc, quand vous avez votre premier job en CDI, à 23 ans, vous quittez la maison ? Comment ça se passe ? Ah oui, en fait, j'ai quitté la maison plus tôt que ça, finalement, parce que j'ai quitté la maison pour mon bac plus 4. Alors, j'étais à Assas, à Paris, mais à ce moment-là, j'avais la possibilité d'être boursier. Donc, j'étais boursier tout le long, mais j'avais la possibilité, en étant boursier, d'avoir un appartement au Crous, en bac plus 4. Avant, on pouvait pas, mais en bac plus 4, on pouvait, même si on habitait à Paris. Donc, du coup, moi, j'ai sauté sur l'opportunité parce que déjà d'une part les études avec mon petit frère dans la chambre c'était pas super facile, donc mes parents ont dit go, allez, vas-y, et en plus je payais quasiment rien, donc j'y suis allé. Donc j'étais dans ce petit studio que j'avais à Ménilmontant à Paris. Donc là
J'ai fait mes études là-bas et j'ai fait ma première année de travail là-bas parce que j'étais censé être en stage, même si après coup j'ai reçu une lettre en me disant mais monsieur vous êtes employé, il faut sortir de votre appartement. Et là, d'accéder à un logement pour vous, à votre petit appartement, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a permis de progresser aussi? Oui, je pense que ça a changé pas mal de choses finalement parce que du coup j'ai pu avoir des amis qui viennent à la maison. Donc je me suis fait un cercle d'amis beaucoup plus proche. J'ai pu avoir des copines. Enfin, ça m'a ouvert en fait au monde extérieur. Je pouvais aller à ce moment-là en fait c'était des pâtes du riz en fait à la maison et je gardais ma bourse pour pouvoir sortir, aller au resto, aller en soirée, boire un verre avec les copains. Donc effectivement ça m'a changé un peu la vie. Voilà, un peu la vie, voilà. Quand vous avez commencé à être salarié, à avoir votre job, comment ça se passait avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs? Au début, ils étaient tous fiers parce que j'étais dans une grande banque. Pour eux, c'était déjà la réussite en fait. On s'arrête là en fait. Il n'y avait pas forcément d'étage au-dessus. Pour eux, c'est super. Je sais pas, j'ai dû signer à 38 000 € par an, donc ce qui est pas grand-chose. C'est pas mal quand même. Oui. Mais pour eux, c'était énorme. Donc, premier travail à ce prix-là, un job derrière un bureau, t'as pas besoin de debout toute la nuit à faire des trucs. Il y avait cette partie réussite. Moi, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand j'étais au Crous, à ce moment-là, donc mon père était au chômage et il faisait des petits boulots en cuisine. Et c'était souvent des missions, en fait. Il faisait de l'événementiel. Donc, on lui disait, pour samedi, j'ai besoin de X sushis, tu te débrouilles et tu les fais. Donc, souvent, je travaillais avec lui. J'allais travailler avec lui le soir. Et on travaillait, en fait, pendant Shabbat. Parce que du coup, les locaux étaient libres. Donc, on travaillait la nuit, en fait, finalement, parce que c'était vendredi soir à dimanche matin. Donc, on devait tout faire. Mon père, et mon frère qui venait aussi. Parfois, j'invitais un copain parce qu'on devait faire des quantités monstrueuses en 1 nuit et demie, quoi. Et donc, on travaillait le vendredi soir, samedi soir, où on dormait 2-3 heures. Ça me permettait de me faire un petit peu d'argent. Donc là, j'ai quand même compris que c'était assez physique parce que moi, même jeune, j'étais crevé. Après un week-end comme ça, je travaillais pas tous les week-ends, je faisais peut-être 1 ou 2 week-ends par mois. Mais même après ça, du coup, la semaine qu'il y avait après, j'étais crevé. Donc j'ai bien compris quand mes parents me disaient, faut travailler derrière un bureau. En fait, je comprenais pourquoi, en fait. Ils faisaient des métiers beaucoup plus physiques, en tout cas, que ce que je fais aujourd'hui. Donc, Est-ce que vous pouvez me signaler des soutiens que vous avez pu recevoir dans votre ascension sociale? Alors, je pense que j'ai pas un ou deux noms ou des points particuliers à ressortir là. Mais par contre, je pense qu'on a toujours eu de la chance, mais même quand j'étais tout petit, parce que même les voisins qu'on avait dans le 18e, on avait une voisine notamment qui était française d'origine et qui aidait mes parents à cette époque-là pour nos devoirs, en fait. Donc, j'allais chez elle, elle nous aidait à faire mes devoirs. En fait, on a toujours eu des gens autour de nous qui ne sont peut-être pas soutenus tout le long de la carrière, qui n'ont pas été peut-être un déclic ou un tournant dans notre vie, mais on a toujours eu des gens un peu autour de nous qui nous ont un peu aidés. Donc cette personne-là, quand j'étais tout petit au primaire, après au collège, j'avais un copain, donc collège privé à ce moment-là, j'avais un de mes meilleurs copains son père, je pense qu'il travaillait dans un labo pharmaceutique. Maintenant, après coup, je me rends compte dans quoi il travaillait, parce que je vois des choses que je voyais pas avant. Pharmaceutique à l'international, donc il était jamais là. Mais donc ils gagnaient très bien leur vie. Et donc j'allais souvent dormir chez eux. Le week-end, on faisait souvent les devoirs ensemble, avec sa mère. En fait, j'ai eu de la chance, en fait, dans mon parcours, où j'ai eu toujours un peu des gens. Des anges gardiens. Exactement. Qui m'ont un peu aidé. Et qui m'ont aussi donné l'envie de réussir, sans que ce soit des personnes qui m'ont forcément soutenu à un moment donné particulier, etc. Donc j'ai eu pas mal de choses comme ça. Mais pareil, à la fac, je me suis fait 2-3 amis. Et pareil, en fait, je sais pas, mais j'ai toujours eu la chance où j'allais chez des gens qui gagnaient très bien leur vie. Et en fait, ils m'ont montré que c'est des gens comme nous, en fait, finalement. Et ça m'a vachement aidé. Donc j'ai jamais eu un soutien particulier, mais tout le long de mon existence, oui. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que dans votre ascension sociale, malgré le fait que vous n'avez pas 40 ans, mais vous êtes déjà dans une belle ascension sociale, est-ce que vous avez rencontré des pannes d'ascenseur? Aujourd'hui, pas tellement. Pas tellement. J'ai eu des ralentissements, notamment au début de carrière, après mon premier job. Parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il fallait que je change. Il fallait que je vise plus haut, mais je ne savais pas comment. J'étais retourné dans le problème de après le bac.
Je savais qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il fallait pas que je reste là, mais je savais pas comment y arriver. Donc je commençais à ralentir parce que j'avais eu mon CDI, donc c'était une ascension. J'ai eu un petit peu plus de responsabilité, mais j'arrivais pas à voir après. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, l'une des seules choses que je peux faire, en tout cas où j'avais l'impression d'avoir du pouvoir, c'était de me remettre dans des études. En fait, je me suis mis à passer une certification américaine qui s'appelle le CFA, qui est très connue dans le monde de la finance. Et j'ai fait 2 ans et demi d'études pour avoir les certifications, en fait. Ce qui m'a redonné confiance en moi. Ça m'a pas forcément aidé à avoir le job que j'ai aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une question de confiance. C'est que ça m'a redonné confiance, ça m'a redonné une légitimité aussi pour aller demander autre chose. Parce que j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça vous a permis d'accélérer, de gravir plusieurs étages d'un coup, ce diplôme? Oui, ça m'a permis d'accélérer tout simplement parce que, après encore une fois concours de circonstances, donc une fois que j'ai eu c'est une certification qui se fait en 3 ans avec 3 diplômes. Donc j'ai eu les 2 premiers en 2 ans, on peut pas faire plus vite de toute façon, en 2 ans, et le troisième, en fait les 2 premiers sont déjà très qualifiants. Donc en fait, avec les 2 premiers, en général, on peut déjà prétendre à des choses. Donc à partir de là, en fait, j'ai commencé à chercher. Autre chose. Alors j'aurais pu rester à la Société Générale à ce moment-là, mais à ce moment-là, en fait, j'étais, on va dire, bon où j'étais. Donc très difficile à déplacer. Parce que mon employeur, c'est tellement des grosses structures qu'en fait, mon manager pense à lui, pense pas à la boîte. En fait, j'étais bien où j'étais parce que j'étais productif. Donc sortir de là, c'était très compliqué. En fait, c'est plus facile de sortir. C'était lui causer un problème de management, de remplacement pour vous. Exactement. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de partir parce qu'on est seul maître de son destin. En fait, on décide de démissionner, on va ailleurs. Donc vous avez démissionné? Oui, j'avais démissionné, mais j'avais trouvé quelque chose. Et en fait, j'ai eu un peu de chance. Donc là, c'est ma femme qui m'a un peu aidé parce qu'elle avait des clientes qui étaient chasseuses de tête. Et par hasard, en fait, il y a une chasseuse de tête qui dit, je cherche un profil comme ci, comme ça, comme ci. Et finalement, ça a matché avec mon profil. Donc, je l'ai rencontrée. Ça s'est bien placé. Elle m'a proposé à une société, en fait, finalement, qui s'appelle SimCorp, où j'ai passé les entretiens et ça s'est très bien passé. Donc, ils m'ont proposé quelque chose et du coup, j'ai démissionné, j'ai changé de voie. Bienvenue dans l'ascenseur. Et ça vous a permis de passer un cap? Oui, ça m'a permis de passer un cap, tout simplement parce que là, j'ai été, même mentalement pour moi, j'étais recruté parce que j'étais meilleur que les autres. C'est pas j'ai été recruté, je suis sorti d'école, j'avais un diplôme et là, j'ai passé des entretiens où fallait faire des entretiens assez compliqués. Ils nous envoyaient des sujets, fallait faire une présentation à l'oral devant plusieurs personnes. On se faisait challenger, on savait qu'on était 6 ou 7. Et à la fin, en fait, ils m'ont recruté. Et le recruteur m'a dit, t'as été le meilleur sur les entretiens, donc c'est pour ça qu'on t'a recruté. Donc déjà, j'avais une légitimité. En plus d'une confiance en moi, là, j'étais légitime à mon poste. Donc ça m'a permis de passer un cap déjà pour moi-même, me dire, en fait, je peux être meilleur que plein d'autres gens. Ayant été recruté parce que j'étais le meilleur, en tout cas sur les personnes de ce moment-là, et on me donnait beaucoup plus de responsabilités dès le départ. J'avais pas besoin de prouver des choses comme automatiser des tâches pour demander plus. Là, dès le départ, j'étais légitime en fait. Donc ça m'a permis de gravir beaucoup plus vite des échelons. Et j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'étais sur un marché un peu de niche dans la finance où il y a très peu de compétiteurs, très peu de boîtes. Ce qui fait que maintenant, je suis un peu un spécialiste dans cette niche. Et là, j'ai changé encore de boîte, donc je suis chez Amundi. Et ils m'ont recruté, eux, parce qu'ils savaient que j'étais un des meilleurs, en tout cas sur ce pilier d'activité. Donc chez Amundi, vous avez été chassé? Oui, j'ai été chassé par Amundi parce que, donc encore une fois, un marché de niche où il y avait un des directeurs commerciaux de mon ancienne boîte qui s'appelle SimCorp, qui est allé chez Amundi et qui a dit qu'il voulait me recruter absolument, donc 1 an plus tard. Il vous a emmené en fait avec lui? J'ai attendu un petit peu quand même. Je l'ai fait un peu languir, mais 1 an plus tard, en fait, je l'ai rejoint chez Amundi. Donc c'était 1 an de discussion quasiment, ce que moi je voulais pas au départ. Après, in fine, on a trouvé un accord et je suis allé le rejoindre. Bienvenue dans l'ascenseur.
Et donc là, c'est la consécration, parce que là, vous êtes expatrié Oui. en Asie avec femme et enfants. C'est ça. Et vous allez créer une activité de toute pièce pour Amundi. Oui, aujourd'hui, en fait, Amundi, dans la branche dans laquelle je suis, donc en fait, on vend des solutions informatiques et des solutions d'outsourcing pour les asset managers et toutes les grandes sociétés de gestion d'actifs. Donc, on est assez présent en Europe. Et en Asie, on essaye de se lancer. Donc, on a un client, mais on fait ça plus par opportuniste, parce qu'on nous contacte, mais on n'est pas en conquête du territoire. Et donc là, on va lancer l'activité plus en mode conquête. On va aller essayer de grossir là-bas. Et du coup, on m'a proposé le poste de directeur commercial là-bas. Est-ce que changer d'étage, c'est forcément s'éloigner à jamais de son étage d'origine? Je pense que oui, dans un certain sens. En tout cas, on veut pas y retourner. Et j'ai pas envie que mes enfants y retournent, ni mes petits-enfants, etc. Par contre, moi, j'ai quand même, dans mon groupe d'amis, j'ai quand même beaucoup de gens que je connaissais depuis que je suis petit, que je revois très régulièrement. Mes meilleurs amis, d'ailleurs, étaient avec moi à la ZEP. Donc, je les revois une fois, deux fois peut-être par mois, donc assez régulièrement finalement. Donc, en fait, on reste quand même toujours connectés. Mais ils ont réussi comme vous? Pas tous. Certains oui, c'est comparable. D'autres beaucoup moins. Et d'autres sont un peu entre les deux. Donc, il y a une mixité, même si il y a des gens qui ont réussi plus ou moins. Mais quelle que soit leur réussite, en fait, j'arrive à rester connecté avec certains d'entre eux. Donc, je n'ai pas complètement coupé finalement avec cet étage. Est-ce que dans votre parcours, vous avez ressenti ce qu'on appelle un peu de l'ascenseur émotionnel, lié justement à passer d'un monde à un autre Je peux déjà dire que le moment où je suis passé dans l'école privée, c'était peut-être pas un étage entier, mais j'ai commencé à monter et changer de classe sociale. Et déjà, émotionnellement, c'était très dur, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'avais aucun repère, en fait. Je me retrouvais pas, j'avais aucun code, je parlais pas comme eux, je m'habillais pas comme eux. Il y avait rien qui était comme eux. Donc, il y a eu cet ascenseur émotionnel, en fait, à ce moment-là déjà. Après, au travail, premier job, pareil. Donc là, il y a eu plusieurs ascenseurs émotionnels. Tout simplement, déjà, j'étais fier par rapport à ma famille. Je leur achetais des choses. Donc j'avais envie de montrer mes parents. Voilà, mon fils, il travaille à la Société Générale. C'est les tours qui sont à la Défense, vous voyez là-bas. Donc il est dans les tours, il est même pas dans les agences. Voilà. Donc il y a eu ce truc-là. Donc il y a eu de la fierté dans un premier temps. Ce qui était drôle, c'était cette différence entre quand je revenais chez mes parents où j'étais fier, j'étais tout en haut de l'échelle. Et quand je revenais au boulot, finalement, en fait, j'étais quelqu'un comme un des 10 000 employés qui est de la Société Générale, en fait. Donc, il y a eu ces petits sauts d'émotion, en fait, à gérer, parce que un jour, on est le meilleur, et le lendemain, le lundi, quand on revient au bureau, en fait, on est une personne lambda, en fait. Donc ça, c'était un peu, pas forcément difficile à gérer, mais particulier à gérer. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que déjà vos frères et sœurs ont la même réussite que vous? Alors non, ils n'ont pas la même réussite que moi. Donc mon frère travaille à la SNCF en tant qu'aiguillère pour les trains. Ma sœur, elle, est conseillère dans une banque. Ils ont tous les deux quand même un emploi. Ils ont moins réussi que moi socialement, mais ils ont tous les deux quand même réussi à avoir un emploi, être en CDI et s'intégrer dans le système actuel. Mais par rapport à l'école, tout simplement, je pense que mes parents, ils ont beaucoup mis sur moi parce que l'éducation dans les pays asiatiques et notamment au Sri Lanka, c'est souvent le grand qui doit faire, les grands qui doivent porter les plus petits. Ah oui. Donc moi, mes parents me disaient toujours, si toi tu réussis, les autres vont réussir. C'est à toi de réussir pour que ceci, pour que cela. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous collectivement pour améliorer l'ascenseur social en France? Je pense que nous, quand on est en bas de l'ascenseur, on a un manque d'information, un manque de visibilité sur ce qui est possible pour nous. Moi, tout simplement, ce que je fais aujourd'hui, on m'aurait demandé il y a 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Enfin, ça me serait jamais venu à l'idée. Déjà, d'une part, parce que je sais pas que ça existe, et d'autre part, parce que c'est pas atteignable. Donc, je pense qu'en fait, faut rendre, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils viennent d'une classe sociale plus basse, en fait, ils n'ont pas d'exemple, en fait. Leur exemple de réussite, c'est des exemples qui sont très minoritaires. C'est être footballeur, être sportif, être chanteur, voilà, des choses qui arrivent, une personne sur 1 million, en fait.
Bah oui, c'est l'objet du podcast, hein, c'est d'essayer de mettre en visibilité des gens qui font des métiers plus atteignables finalement. Exactement. Et je pense que ça, les parents peuvent pas le faire parce qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas. Donc pour moi, c'est plus au système éducatif et à l'école de le faire parce que les parents ne peuvent pas le faire tout simplement. Donc moi, j'ai eu de la chance, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai eu toujours des gens autour de moi, que ce soit même au collège, au lycée, à la fac, qui avaient très bien réussi, chez qui j'allais. Donc en fait, je voyais chez eux, je voyais leurs parents. C'est pas pareil que d'avoir des amis à l'école. Mais là, moi, j'allais chez eux. Donc je voyais comment c'était. Ils mangeaient comme nous, ils faisaient tout comme nous. Sauf qu'ils avaient une réussite sociale et financière bien meilleure que la nôtre. Mais du coup, c'était atteignable, en fait. J'allais chez eux. Donc je pense que c'est ce qui manque un peu. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait prendre l'ascenseur social ? Alors, moi déjà, je pense que il faut se donner les moyens l'ascenseur social, il est là. Il est plus dur à atteindre pour certains que d'autres. Pour nous, je pense que c'est un peu plus dur. En tout cas, on part de plus loin. Donc, pour arriver à un niveau plus élevé, c'est plus compliqué. Il faut travailler, en fait. Il faut s'en donner les moyens. Et il faut se dire que c'est atteignable. Il faut y croire. Il faut de la conviction. Il y aura des moments durs. Et moi, je pense que je suis une personne comme une autre, en fait. Finalement, il n'y a pas besoin d'être meilleur que les autres. Il faut juste croire en soi et travailler. Moi, j'avais des facilités, mais j'étais pas les meilleurs. Voilà. Quand je travaillais pas, j'étais pas bon. Le lycée privé, j'étais dans les derniers. On m'a demandé de redoubler. Donc, j'avais pas de facilité en fait particulière. J'étais une personne comme une autre, juste qui avait envie, qui s'est donné les moyens et voilà. Alors je vous imagine pas vous arrêter là dans l'ascenseur social. Donc c'est quoi le prochain étage pour vous ? Bah là, le prochain étage, c'est tout simplement de réussir à Singapour, de faire en sorte que l'Asie représentera un gros revenu d'Amundi chez Singapour. Et après, moi, ce que j'aimerais à plus long terme, c'est là aujourd'hui, je suis pas dans le comité exécutif d'Amundi, je suis pas dans le board, et voilà, dans 10-15 ans, peut-être avoir un poste où finalement c'est moi qui décide de la stratégie de la boîte. Là, j'exécute. La boîte a décidé d'aller à Singapour. On m'a donné une tâche d'exécutant, certes très important, mais j'exécute. Demain, ce que j'aimerais, c'est être la personne qui décide, ou en tout cas faire partie du groupe de personnes qui décident. Bah voilà, la stratégie, c'est ça, et voilà comment faut l'exécuter. Merci beaucoup, Dinush Caldera. Merci pour ce voyage dans votre ascenseur social. Merci. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuel. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.